C'est le navire le plus puissant de l'arsenal russe, et bientôt il pourrait finir en tas de ferraille. L'amiral Kouznetsov navigue depuis plus de 40 ans. Ancienne terreur de la mer Arctique, il n'effraie plus que le Kremlin. Ce navire puissant est au bord d'une chute humiliante. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que cela signifie pour la marine russe? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons pourquoi la Russie doit vendre son unique porte-avions. Pendant la guerre froide, la priorité de l'armée soviétique était d'empêcher tout avantage américain. Ils avaient la plus grande armée permanente, et assez d'armes nucléaires pour garantir de ne pas perdre un échange, même si personne ne gagnait vraiment. Ils ont investi une part massive de leurs finances dans la construction de chars et d'avions ultramodernes. Et concernant la course à l'espace, ils ont franchi plusieurs étapes majeures avant que les États-Unis ne remportent la course à la Lune. Mais pour les Russes, il restait une dernière frontière. La guerre navale n'était pas la priorité absolue de l'Union soviétique. Après tout, la plupart de ces frontières maritimes donnaient sur l'océan Arctique, où elle régnait en maître. Bien qu'elle ait eu des conflits navals avec le Japon, cela remontait à longtemps. Tout conflit moderne était plus susceptible d'être une guerre terrestre en Europe ou un échange de missiles avec les États-Unis. Dans les années 1980, les droits miniers en Arctique ont pris de l'importance, la Chine prévoyant de s'y intéresser bientôt. La supériorité maritime devenant prioritaire, l'Union soviétique a commandé 2 porte-avions classe Kouznetsov. Un seul navire a été achevé avant la chute de l'Union soviétique. Désarmés, les petits porte-avions ont laissé l'amiral Kouznetsov seul représentant russe en mer. Et c'est un navire puissant. Les porte-avions américains lancent des avions, tandis que l'amiral Kouznetsov, plus massif, soutient et défend sous-marins, navires de surface et avions. Il ressemble davantage à un char qu'à un porte-avions, mais il accueille de nombreux avions à voilure fixe, surtout le Sukhoi Su-33, utilisé pour le soutien aérien, les assauts amphibies et la reconnaissance. Il transporte aussi des hélicoptères pour la lutte anti-sous-marine et les missions de sauvetage. Mais dès le début, il était clair que tout ne serait pas facile pour le navire. Techniquement désigné comme croiseur porte-aéronef, cette appellation lui permet de circuler plus librement qu'un vrai porte-avions. Cette désignation lui permet de traverser les détroits turcs comme navire de ligne, offrant à la Russie un moyen de projeter sa puissance navale. Pourtant, pendant des années, beaucoup n'étaient même pas sûrs que le navire appartenait vraiment à la Russie. Construit dans la future Ukraine, le premier président ukrainien a tenté de s'en emparer. L'équipage a toutefois suivi les ordres des commandants russes et s'est dirigé vers la flotte du Nord. Mais l'entretien d'un navire de cette taille s'est révélé plus complexe que prévu. La Russie traversait une transition. Sous Boris Eltsine, son premier président démocratique, elle voulait prouver qu'elle restait une puissance mondiale après la chute de l'Union soviétique. Au début de son exploitation, le Kouznetsov a été déployé en Méditerranée avec d'autres navires russes. Il a mené des opérations aériennes et a souvent coordonné ses actions avec l'armée israélienne en Méditerranée. Mais c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé à apparaître. Quelques années après sa mise en service, les évaporateurs du navire sont tombés en panne, causant une pénurie d'eau, inaugurant une série de retards et perturbations. Fin 1997, le porte-avions est retourné difficilement au chantier naval pour y passer près d'1 an en réparation. Il en avait besoin depuis un moment, mais en ex-Union soviétique, l'argent manquait et la puissance militaire n'était pas prioritaire. On s'attendait à ce qu'il soit redéployé en 2000, mais la catastrophe nucléaire du sous-marin Kursk a bouleversé ses plans. Alors qu'il a participé aux opérations de sauvetage et de récupération du sous-marin sinistré, il ne connaîtra qu'une activité limitée dans les années à venir, notamment des essais en mer et des exercices de flotte. Après la chute d'un avion du navire en 2005, il a été réparé et modernisé. Certaines personnes se sont demandé si le Kouznetsov devenait obsolète, mais un homme n'était pas d'accord. Après la mort de Boris Yeltsin en 2007, son successeur Vladimir Poutine avait renforcé le contrôle sur la Russie. À l'instar d'Yeltsin, il souhaitait rendre à la Russie sa gloire passée. Contrairement à Yeltsin, il considérait la force militaire comme un élément plus important de cela, et rêvait d'un retour à l'époque où l'ours russe pouvait effrayer quiconque se trouvait sur son chemin. Remettre l'amiral Kouznetsov en service était donc prioritaire. Il a mené des opérations en eau internationale, approché les frontières norvégiennes, perturbé l'espace aérien, et été déployé plusieurs fois en Méditerranée. Mais chacun de ces déploiements a apporté son lot de problèmes. Lors d'un déploiement en 2008-2009, un incendie s'est déclaré à bord et a entraîné la mort d'un membre d'équipage à cause d'une intoxication au monoxyde de carbone. Un mois plus tard, une marée noire au large de l'Irlande a forcé le navire à rentrer en Russie pour réparation. Malgré cela,
le Kuznetsov continuerait à être déployé en Méditerranée, jouant un rôle clé dans le soutien au régime de Bachar el-Assad en Syrie. Ce serait la routine à l'avenir. Le navire connaissait toujours des problèmes techniques et un manque de financement, mais il démontrait la puissance russe. Il aurait aussi pris des mesures provocatrices, comme naviguer dans la Manche en 2016. Ceux qui voulaient le voir en action allaient bientôt être exaucés. Le porte-avions, prévu pour un conflit majeur, devenait moins utile après la guerre froide, forçant l'armée russe à se limiter à la Syrie. En novembre 2016, le navire a lancé des frappes de Su-33 contre les groupes terroristes qu'Assad tentait de maîtriser. Les frappes ont été considérées comme un succès, mais il y a eu un crash d'avion pendant l'opération, qui s'est avéré être causé par un mécanisme de brin d'arrêt défectueux. Ce n'était pas la première fois que le navire perdait un avion, et il devenait clair que la fin de ce monstre colossal approchait. Vladimir Poutine n'a jamais accepté un refus. En 2017, le navire a été renvoyé en Russie, alors que le conflit diminuait, mais il refaisait périodiquement surface pour des démonstrations de force en Méditerranée et dans les eaux entourant l'Europe. Mais il était clair que le Kuznetsov avait besoin d'une révision complète. L'objectif était d'ajouter 25 ans à sa durée de service. Il serait envoyé à l'usine de Mourmansk en 2018 pour moderniser la centrale électrique et l'électronique du navire, le transformant ainsi d'une relique massive du passé en une machine de guerre moderne. Ce serait un investissement sur plusieurs années, et de nombreux analystes militaires se demandaient si cela en valait vraiment la peine. Et très rapidement, ils allaient avoir raison. En 2018, le navire a été gravement endommagé par un accident de grue dans le bassin de Radoub, et l'installation a dû être réaménagée pour accueillir ce gigantesque bâtiment. Malgré cela, les réparations ont continué, et devant d'en finir en 2023, avec un important retard. Cela était en partie dû à la nécessité de construire des infrastructures, rien que pour commencer les travaux, puis à de nombreuses mauvaises conditions météorologiques, mais le résultat final serait un nouvel ensemble d'équipements électroniques, une centrale électrique modernisée, et un pont d'envol considérablement amélioré, ce qui, espérons-le, signifierait plus aucune perte d'avion. Mais les choses ne se passaient pas comme d'habitude, l'histoire allait intervenir. Début 2022, Vladimir Poutine ordonne à l'armée russe d'envahir l'Ukraine. Ce qui devait être une frappe éclair pour décapiter le pouvoir, prenant Kiev en quelques jours à peine, s'est transformé en tout sauf cela. La défense ukrainienne et l'aide militaire occidentale ont empêché Poutine de progresser, le plongeant dans une guerre d'usure sans issue dans l'est de l'Ukraine. La guerre a eu peu d'engagement maritime, avec quelques batailles près de villes de la mer Noire comme Odessa, mais le gigantesque Kuznetsov n'y était pas adapté. Ce qui est une bonne chose car il n'était toujours pas prêt. Alors que le navire devait quitter le bassin de Radoub fin 2022, un nouvel incendie a éclaté. D'autres retards liés à la météo ont reporté la fin de la révision à 2024. Pour compliquer les choses, il n'avait plus d'équipage. L'équipe qualifiée de 1500 marins a été transférée vers des missions de combat en Ukraine, une nouvelle tâche difficile qui signifiait que peu d'entre eux reviendraient un jour sur le navire. Au cours des dernières années, presque tout ce qui concerne l'armée russe a changé à cause du conflit en Ukraine, la guerre ayant causé d'énormes pertes tant en vies humaines qu'en matériel. Ce qui pousse beaucoup de gens à se demander, y a-t-il encore une place pour l'amiral Kuznetsov dans les plans de la Russie? En juillet 2025, la réponse pourrait être non. Les réparations restaient à terminer, et selon les informations, les travaux sur le navire auraient été arrêtés. C'était un sérieux avertissement pour le programme naval russe, pour plusieurs raisons. La guerre en Ukraine a été très coûteuse, et nul ne sait à quel point le pays a presque épuisé ses ressources. On estime que la Russie a perdu plus d'1 million de soldats, surtout lors du conflit à la frontière ukrainienne. De plus, l'Ukraine a dévasté une grande partie de l'arsenal militaire russe grâce au matériel américain et européen, abattant de nombreux avions, détruisant de nombreux chars et coulant même plusieurs navires importants en mer Noire. La Russie a dû utiliser du matériel ancien, y compris des chars de la Seconde Guerre mondiale selon certains rapports. Et il n'y a eu aucune place pour un porte-avions. L'amiral Kuznetsov n'a joué aucun rôle dans la guerre en Ukraine, pour plusieurs raisons. Outre l'entretien retardé, sa masse l'empêcherait de convenir au combat rapproché en mer Noire. Au final, la principale raison est simple, le porte-avions est trop précieux pour être risqué. Si l'Ukraine coulait l'unique porte-avions russe, le choc psychologique offrirait à Kiev une victoire d'outsider que le Kremlin ne peut tolérer. Mais certains s'interrogent de plus en plus sur la place des porte-avions dans la guerre moderne.
Les porte-avions classiques coûtent cher à construire et entretenir, et sont mal adaptés aux combats rapides actuels. Avec la prédominance des drones et systèmes sans pilote, le porte-avions devient une grande cible flottante. Il risque d'être submergé par de petits drones explosifs et coulés. Alors que les États-Unis et la Chine continuent de construire des porte-avions, il s'agit autant d'une démonstration de force que d'autre chose, en ont besoin, et ce n'est peut-être pas quelque chose que la Russie peut se permettre en ce moment. Même si la guerre s'intensifie, il est peu probable qu'elle se gagne ou se perde sur ce navire. La Russie s'appuie beaucoup sur la politique du bord du gouffre dans sa stratégie militaire ces dernières années, menaçant fréquemment les alliés de l'Ukraine d'anéantissement nucléaire s'ils franchissent les lignes rouges de la Russie. Elle a même envoyé une flotte de drones en Pologne début septembre 2025, testant les défenses et la détermination de l'OTAN. Si le conflit s'intensifie, les flottes américaines et européennes pourraient facilement submerger les défenses navales russes. L'atout principal de Moscou reste son vaste arsenal nucléaire, même si on ignore combien d'armes sont encore opérationnelles. Vladimir Poutine souhaite que la Russie devienne une puissance mondiale, ce qui implique d'abandonner le passé. Malgré sa taille et sa position imposante sur la scène mondiale, l'armée russe est l'une des plus traditionnelles au monde. Son arsenal nucléaire et la plupart de ses armes terrestres, notamment ses chars, datent de la guerre froide. Et en ce qui concerne ses troupes au sol, sa stratégie remonte encore plus loin, aux attaques massives en vague des guerres pré-modernes. L'armée dépend donc fortement de la conscription, et être enrôlé signifie souvent un aller sans retour. L'armée russe avance péniblement, mètre par mètre, en martelant les fortifications ennemies par tous les moyens nécessaires, en bombardant Kiev et d'autres villes ukrainiennes avec des missiles et drones, souvent fournis par des alliés étrangers. Alors, où se situe le Kuznetsov dans tout cela ? Obtenir des informations fiables sur l'armée russe est toujours difficile. Peu de journalistes occidentaux restent dans le pays, surtout après la détention d'Evan Gershkovich pendant 1 an pour des accusations d'espionnage contestées, avant sa libération lors d'un échange de prisonniers. Le journalisme russe est très contrôlé. Les diffuseurs soutenus par l'État n'ont pas le droit de diffuser des informations qui pourraient nuire à l'image du gouvernement. En regardant les infos russes, vous entendrez sûrement que la guerre en Ukraine est un succès. Ceci est encore plus vrai dans les zones ukrainiennes occupées par la Russie, où ont lieu les combats les plus violents et le plus grand nombre de victimes civiles. Il n'y a pratiquement aucune couverture médiatique de cette région. Comment les gens s'informent-ils sur l'armée ? Il n'y a pas de réponse, mais il y a des signes. Après l'annonce de l'arrêt des travaux sur le Kuznetsov, la société d'État de construction navale a réagi. On ignore si le gouvernement voulait que le blocage soit public, mais après la publication dans Daily Izvestia, c'était inévitable. Restait à voir comment le gouvernement allait le justifier aux médias. Cela a aidé que la question soit posée lors de l'inauguration d'un nouveau sous-marin nucléaire, l'avenir de la guerre navale russe. Andreï Kostin, chef de l'immense entreprise, savait que tous les regards étaient sur lui lorsqu'il devait répondre. Il a précisé qu'aucune décision finale n'avait été prise, mais les signes restaient préoccupants. Coulston aurait affirmé qu'il n'était plus utile de réparer le navire, âgé de plus de 40 ans et très coûteux à entretenir. Tout cela était connu, mais l'admettre signifiait que le gouvernement estimait en grande partie qu'il était temps de passer à autre chose, et ils étaient prêts à commencer à tourner la situation à leur avantage. Il a conclu ses brèves remarques en disant qu'il était probable que le navire soit vendu, soit mis au rebut, mais que ces deux options sont très différentes et que chacune d'elles pourrait avoir des répercussions considérables pour le reste du monde. En réalité, cela se préparait depuis longtemps. Le navire fut l'une des plus grandes risées du monde militaire avant sa mise hors service pour réparation. En 2017, lors de sa traversée de la Manche, le navire a émis une épaisse fumée noire sur l'Angleterre, ce qui lui a valu le surnom de navire de la honte dans la presse britannique. Le gouvernement russe et le constructeur naval d'État refusent en code de commenter la navigabilité du navire. Ces détails sont considérés comme hautement secrets, mais son âge et son coût énorme ne sont un secret pour personne. Et pour le gouvernement, le Kuznetsov pourrait n'être guère plus qu'un fardeau. Réaffecter l'équipage en Ukraine relevait d'une stratégie calculée, au-delà des exigences de la guerre. Cela montrait que la Russie ne considérait plus ce croiseur comme prioritaire et renonçait à dominer les mers. D'une certaine manière, cela a du sens. Après tout, la Russie a relativement peu de conflits océaniques en ce moment, et elle ne cherche pas à en commencer. Elle peine déjà à gérer la guerre qu'elle mène. Mais il y a une autre raison liée à un allié pour laquelle elle ne se tourne pas vers les mers. Beaucoup d'analystes estiment que, sans la Chine, les sanctions auraient déjà poussé la Russie à cesser la guerre.
La dictature puissante voisine de la Russie, séparée par la Mongolie, est alliée depuis la guerre froide, époque où toutes deux étaient des États communistes nucléaires. La Russie n'est plus communiste, et la Chine s'est modernisée. Mais ces deux pays demeurent les principaux remparts contre l'influence américaine. La Chine a aidé la Russie à contourner des sanctions en fournissant armes et matériel. Mais la question reste, qu'ont-ils eu en retour? La Russie se querelle depuis longtemps, avec les pays européens sur les droits du cercle arctique. Le réchauffement climatique facilitera l'exploration en faisant fondre la glace, ce qui pourrait révéler d'importants gisements de pétrole et de minéraux. La Chine, qui ne borde même pas l'Arctique, s'est récemment déclarée État proche de l'Arctique, dans une tentative de revendiquer une part. Cette déclaration a peu de poids légal, mais Pékin a clairement montré sa détermination. Sa puissante marine doit poursuivre l'exploration et la revendication de territoires en Arctique. Si un allié le fait pour vous, avez-vous besoin d'un porte-avions? Avec la Russie qui compte sur la Chine pour des armes et de l'aide, un accord secret a peut-être déjà été conclu. Pékin accède à l'Arctique contre un soutien en Ukraine. Cela laisserait l'armée chinoise libre de revendiquer des territoires et d'évincer les rivaux à la place de la Russie. Si c'est le cas, il y a très peu de situations dans lesquelles la Russie aurait besoin d'un porte-avions, et aucune d'entre elles n'est susceptible de se présenter de sitôt. Le scénario le plus probable serait un conflit Russie-États-Unis concernant l'Alaska, situé près de la Sibérie. Mais tout conflit avec les États-Unis risquerait de s'intensifier beaucoup plus rapidement et à une bien plus grande échelle. Et si le Kouznetsov n'est plus nécessaire, qu'est-ce qu'il va devenir? La première option serait de saborder le navire, ce qui reviendrait essentiellement à révéler au monde entier qu'il n'avait plus aucune confiance en lui. C'est courant pour les navires endommagés ou désarmés, avec divers objectifs. Cela permet d'empêcher l'ennemi de s'emparer d'un navire endommagé, de bloquer la navigation ou de créer un récif artificiel. C'est aussi un moyen efficace de tester des armes et d'observer la réaction de votre armée face à un tel navire. Cela comporte un risque de pollution et serait une fin embarrassante pour le joyau de la flotte russe, ce qui pourrait pousser à tout vendre à bas prix. Vendre le navire sera compliqué. En apparence, c'est un navire impressionnant. Il mesure plus de 1000 pieds de haut matelon. Il parcourt 8500 milles nautiques et transporte 2600 marins ainsi que 50 avions. Mais l'Union soviétique y a investi beaucoup d'argent. Le coût des réparations aurait atteint jusqu'à 60 milliards de roubles. Cela équivaut à 769 millions de dollars. Ce n'était toujours pas fini quand des rumeurs ont annoncé la fin de l'aventure. Alors, qui en voudrait vraiment? Il n'y a que quelques pays avec lesquels la Russie entretient des relations amicales en ce moment, et encore moins qui pourraient l'acheter. De nombreux pays africains du bloc anti-occidental, comme le Burkina Faso, n'ont pas le budget pour un tel navire et possèdent peu ou pas de littoral. D'autres pays, comme le Brésil de Lula, peu désireux d'aggraver leurs tensions avec les États-Unis, sont réticents face à la Russie. Il reste la Corée du Nord, qui cherche toujours à faire une déclaration spectaculaire contre les États-Unis et qui possède une grande côte. Pourrait-elle mieux entretenir le navire que la Russie? Peu probable, mais ce serait une démonstration spectaculaire. Cependant, d'autres analystes affirment que la Russie ne souhaite peut-être pas encore se séparer du navire. La Russie continue de faire du développement de nouveaux navires une priorité, ou du moins c'était le cas avant la guerre en Ukraine. Le projet 23000, également connu sous le nom de Storm, était un nouveau porte-avions proposé qui serait capable de transporter des missiles surface-air. On pensait qu'il coûterait plus de 5,5 milliards de dollars. En développement depuis plus de 10 ans, il n'était toujours pas officiellement approuvé en 2020. La Russie a fait la promotion du nouveau modèle un peu partout, y compris en proposant de le vendre à l'Inde, mais il reste encore principalement dans le domaine de la fiction. Mais le meilleur atout de l'ancien navire pourrait-il résider dans les ventes? Le magazine Military Watch affirme que dire que le porte-avions faisait perdre de l'argent à la Russie est totalement faux. Même sans retour en service actif, rendre le navire opérationnel permettrait à la Russie de vendre des avions, bien plus précieux. La principale valeur du porte-avions est marketing. Cela permet à la Russie de présenter des avions embarqués de pointe à des partenaires comme la Chine et l'Iran, ainsi qu'à des acheteurs potentiels comme l'Inde. Si cette stratégie fonctionne, le navire pourrait s'autofinancer une fois en service. Cela pourrait juste être une question de patience. Il semble assez clair que les jours de l'amiral Kouznetsov en tant que machine de guerre sont terminés. Le navire, ancien et peu fiable, pourrait quand même être réparé par la Russie, ne serait-ce que pour la démonstration. Quelle qu'en soit la raison, ce changement marque la fin d'une ère pour la marine russe.
Un symbole majeur de la puissance russe post-guerre froide quitte le champ de bataille pour probablement prendre sa retraite. La Russie pourrait abandonner l'amiral Kuznetsov, mais la marine a connu un échec bien plus meurtrier. Découvrez la catastrophe du sous-marin Kursk, la pire erreur de la marine russe, pour comprendre ce qui a mal tourné, ou cliquez sur cette vidéo.